Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Bienvenue sur Rural Hammer, le wargame à l'ancienne et le Warhammer bien de chez nous. Aujourd'hui c'est Blood Angel avec la nouvelle garde sanguinienne. La nouvelle garde sanguinienne ou comment couper court au lyrisme avec des figurines toutes nazes. Salut à tous les amis, veuillez me pardonner cette introduction quelque peu cavalière, mais il se trouve que je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur parce que je suis tout seul, ça y est, l'été est fini, c'est terminé, ces interminables émissions en duo avec des Olibrius de la pire espèce. On va retourner dans le podcast à un petit rythme plus paisible d'émissions en solo et à vrai dire, j'ai pas mal de retard sur certaines choses, notamment, les codex review. Et donc, quel meilleur candidat pour reprendre cette série au potentiel long cours que le codex Blood Angel, tout fraîchement débarqué des magasins et donc d'une boîte collector qui avait pour trait la rage noire. Donc ce codex, je l'ai, à vrai dire, je l'ai depuis un moment, j'ai eu le temps de le potasser, il y a eu une petite frénésie de list building qui va avec, comme à chaque nouvelle sortie de codex, celui-là n'a pas fait défaut. Et en vrai, il est très bon ce codex. Donc, on a déjà fait une émission durant laquelle j'avais râlé pendant 1 heure concernant les nouvelles figurines. Nous n'allons pas revenir là-dessus outre mesure. Vous savez déjà tout ce que j'en pense. Bon, déjà, premier contact, l'objet est beau, du moins si j'en reste à cette version qui était disponible dans la boîte collector Rage Noire. C'est un bien joli petit bouquin, la couverture est superbe, vraiment un très joli codex. Concernant le contenu, alors en termes de lore, d'illustration et de texte, circuler, il n'y a rien à voir. On est complètement dans une redite de la V8, de la V9. Vous n'aurez absolument rien à vous mettre sous la dent à ce titre. Beau bouquin, proposé à un tarif pour une fois qui est pas trop déconné, on est sur une bonne vingtaine d'euros, ça va, honnêtement ça va, ça vous permet de débloquer le petit code pour débloquer tout le contenu verrouillé dans l'application, mais à ce titre, c'est toujours pas dispo en vrai. Donc le codex est sorti avec des coups en point, mais on en a l'habitude, c'est-à-dire que les coups en point lors des sorties codex sont complètement aux fraises, ils ne sont pas actualisés suivant les règles du jeu en cours. Et à l'heure actuelle, donc là, à l'heure où j'enregistre cette émission, nous sommes le 12 octobre, à 1 mois et demi après la sortie de ce codex collector, on n'a toujours pas les bons coups en point, ce qui représente des déséquilibres assez vertigineux, tant et si bien qu'à l'heure actuelle, dans les événements officiels du type tournoi, les organisateurs ont choisi de encore rester à l'ère de l'index. C'est pour dire. C'est un peu figé. Maintenant, c'est le nouveau modèle économique de Game Workshop. C'est-à-dire, on a une boîte collector avec un codex qui sort. Alors, certes, vous l'avez, mais en général, il n'est pas utilisable avant 2 bons mois. Bon, on peut en discuter. En vrai, on s'en fout un peu. C'est pas bien grave. Donc, moi, j'ai déjà joué avec les règles codex, malgré des coups en point un peu aux fraises. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas du tout. Mais néanmoins, ça reste tout à fait jouable. Alors, commençons, ou tout du moins reprenons un peu ce qui fâche avec cette sortie. Donc, naturellement, on a râlé sur les figues. J'ai également râlé, par exemple, sur un kit de Death Company qui est vraiment très, très chiche en matière de contenu. Tout ce qu'on vous propose, c'est une grappe d'amélioration et à vrai dire, qui casse pas des briques, à part quelques épaulettes, une épée par-ci. Voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Cette grappe, elle va être vendue à un tarif complètement débile. Il me semble que c'est 28 euros. 28 euros, une pauvre grappe avec quelques éléments primaris. C'est n'importe quoi. Ça manque d'options, ça manque clairement d'options. Vous n'avez pas, par exemple, 2 petits gantelets énergétiques supplémentaires. Les éviscérators, ils vous sont proposés sous une seule et unique pose. Bref, ce n'est vraiment pas à la hauteur. Et continuons sur ce qui fâche concernant les disparus, les grands disparus du codex. C'est désormais une petite habitude. Je pense que chaque codex V10
connaît son petit lot de datasheets qui disparaissent. Celui-là ne fait pas exception, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà pu voir, par exemple, avec une petite purge du côté des Dark Angel. On avait quand même pas mal de trucs assez iconiques qui disparaissaient, comme les squads de commandement Deathwing, le Talon Masters, etc. Donc les similitudes avec les Dark Angel, elles sont là. Et concernant les Blue Angel, la liste des disparus, elle n'est pas négligeable, mais en vrai, le pire, c'est que ça affecte des trucs vraiment iconiques. Et en premier lieu, on a la disparition pure et simple du Librarian Dreadnought. Le Librarian Dreadnought, le prêtre sanguinien à réacteur, et quelques personnages comme Ticho, le petit Ticho là, qui est là depuis la V2, comme l'apothicaire Corbulo, qui est vraiment qui est le personnage à la tête de la garde sanguinienne, donc vraiment un mec vraiment iconique. Tout ça, ça disparaît. Et en vrai, politiquement, on peut se demander quelle est la raison à chaque fois de ces disparitions en série. Est-ce que c'est parce que les figurines sont trop vieilles? Est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté un peu de lisser la faction d'un point de vue visuel, d'un point de vue esthétique? Est-ce que ces kits sont appelés à ressortir plus tard? À vrai dire, on ne sait pas trop. Toutes les questions demeurent concernant ce sujet et on peut très bien imaginer que la future, par exemple, sortie des Space Wolves sera du même acabit. On verra disparaître toutes les références les plus anciennes. Donc, à vrai dire, moi, je le vis pas si mal que ça, ces disparitions-là. Tu te dis très bien que, ouais, ok, ça reviendra plus tard ou quoi. Cependant, c'est vrai qu'en fait, ces disparitions ont lieu lors de la 10e version du jeu. C'est là que c'est décevant, à vrai dire. C'est que pour beaucoup de joueurs Space Marine, cette 10e version était censée quelque part clôturer l'arc Primaris. On se disait, ok, ça va être la version où vraiment l'intégralité des datasheets sera remise au goût du jour avec un nouveau format, des nouvelles figurines, etc. Mais à vrai dire, il reste beaucoup de travail à faire. Je pense du côté des Dark Angel, par exemple, ça a été quand même la surprise de voir une Ravenwing absolument rester dans son jus depuis plus de 20 ans maintenant. Côté Blue Angel, c'est pareil. Et donc, certaines de ces références disparaissent purement et simplement pour ne garder au sein du codex que des références affiliées au Primaris. Donc il y a clairement des trucs qui vont manquer. Le prêtre sanguinien à réacteur, c'est simple, je crois n'avoir jamais sorti une liste Blue Angel où il n'était pas. C'était clairement iconique, c'était clairement hyper utile en matière de jeu. Et le Librarian Dreadnought, pareil, c'était quand même un gros morceau. Ce mec, c'était le seul Dreadnought Psyker de tout le jeu. Et moi, il va me manquer ce mec. En V9, j'ai adoré le jouer. Je le projetais grâce aux ailes de Sanguinus. Ensuite, le gars, il fonce sur toi avec sa grosse hallebarde magique. Bref, ce Librarian Dreadnought, il va me manquer. Déjà, la disparition de la phase psy, lui enlever pas mal de cachets. Désormais, il n'y est plus. Donc, concernant ces disparitions, attendons de voir. À vrai dire, par exemple, faire un Librarian Dreadnought basé sur un châssis de Dreadnought Redemptor, c'est pas la mer à boire en fait. Tu fais tout simplement une adaptation de kits récents. Le prêtre sanguinien réacteur, là, c'est une vraie interrogation. Par contre, pourquoi il disparaît ce mec? Mais il disparaît tout simplement parce qu'il n'est pas accessible en matière de figurines dans la gamme actuelle de Game Workshop. À vrai dire, il n'avait jamais existé. Cependant, tout le monde a fait la même chose, c'est qu'on prenait une figurine de prêtre sanguinien ou d'apothicaire et on lui collait un réacteur au cul. C'était aussi simple que ça. Là, désormais, Game Workshop prend le pari en fait de ne plus proposer en termes de règles ce qu'il ne propose pas en termes de kit complètement complet. Donc, c'est un peu dommage parce que ça bride un peu l'imagination des gens. On se dit, ok, maintenant on est obligé de jouer uniquement ce qui se vend. Alors qu'avant, on avait clairement des datasheets qui nous poussaient à faire un petit peu de conversion, un petit peu de kit bash. Donc c'est un peu dommage, mais à vrai dire, attendons de voir. Tout n'est pas joué. Est-ce que vraiment il y a une véritable volonté de lisser l'univers façon Game Workshop? C'est vrai que du côté des Space Marine, et à ce titre, en fait,
dans les visuels de ce codex, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué au premier regard, c'est que vous ouvrez la grande double page où vous voyez une armée Blood Angel au grand complet. Eh bien, finalement, en termes de visuel, on a surtout une grande marée d'intercessors peints en rouge, en noir ou en doré. Il n'y a pas grand-chose de plus. On perd vraiment quelque part en iconographie, en ornement. On perd en swag de manière globale, quoi. C'est assez étrange parce que il suffit de rouvrir un codex même V3 ou V4, les choses étaient bien plus atypiques. Il y a vraiment une question à ce niveau-là, quoi. Et ça ne concerne en vérité que les chapitres Space Marine. À ma connaissance, on ne voit ce problème subsister uniquement dans les chapitres SM. Donc une vraie volonté de lisser l'esthétique de ces chapitres-là, à vrai dire, je n'y crois pas vraiment. Je crois tout simplement que Game Workshop en garde sous le coude pour continuer à pouvoir délivrer des nouveautés Primaris dans les 20 ans à venir. Parce que ce châssis de Space Marine Primaris, c'est une certitude, il est là pour 20 ans. Du moins, je l'espère. Bref, cessons de spéculer à ce sujet. À vrai dire, ça n'en vaut pas trop le coup. Mais c'est vrai que cette petite brochette de disparus, elle est parfois un peu difficile à avaler. Et ça ne concerne pas uniquement des figurines, ça concerne également des options d'équipement. Par exemple, on voit que désormais que les Marines de la Compagnie de la Mort sont privés de marteaux. Alors là, l'incompréhension la plus totale, à vrai dire, entre un marteau et un gantelet énergétique, ce sont quasiment les mêmes règles. Franchement, vous auriez pas pu les laisser. Là, vous me faites chier parce que moi, des Marines avec des marteaux, j'en ai fait des escouades entières. Donc voilà comment je les joue maintenant, ces petits gars. Je vais devoir ronger mon frein et devoir les jouer en gantelet énergétique. Moi qui ai une appétence particulière pour jouer toutes mes armées en WYSIWYG, ce genre de petits détails a tendance à provoquer chez moi des torsions testiculaires. Donc vraiment dommage, je ne comprends pas ce genre de disparition, franchement. Ces options-là étaient présentes dans les anciens kits, les kits Firstborn, donc ça veut dire qu'il y a des millions de joueurs qui ont des Marines de la Compagnie de la Mort avec des marteaux. Franchement, pourquoi leur enlever? Là, vous êtes vraiment chiant, quoi, en vrai. Bref, quand même quelques déceptions à ce titre, mais, et là c'est un mais vraiment en caractère gras, il suffit d'aller voir que d'autres éditeurs de figurines font le boulot. Et à ce titre, à la fin du mois, là, c'est parti, il y a enfin le nouveau kit d'upgrade de Grey Tide Studio qui sera disponible à la vente. Et ce kit, putain, il a été révélé en détail, mais c'est n'importe quoi, c'est absolument pléthorique. C'est à mon sens, c'est à ma connaissance, le plus gros kit d'upgrade de Bits 3D qui ait jamais été fait pour une faction. Et c'est simple, on a de tout, quoi. Faire de la Death Company hyper stylée, de la garde sanguinienne hyper stylée, des personnages, mais en veux-tu, en voilà, il y en a de toutes sortes. Il y a moyen de faire des chapelains, des capitaines, il y a des ailes avec les réacteurs, il y a plein d'ornements, il y a de quoi habiller de l'agressor, du Terminator, c'est une boucherie, ce nouveau kit Grey Tide, il est monstrueux. Moi, c'est simple, je veux tout, je veux absolument tout en triple exemplaire. C'est simple, ce machin donne envie de recréer une armée en partant de zéro. Tant, en fait, les options sont innombrables. Donc là, que ce soit vraiment pour faire de la troupaille de base, comme de l'assaut Intercessors, ou de la méga élite ou des méga QG personnalisés, le kit Grey Tide Studio, il est incroyable et moi je vais vraiment me jeter dessus pour pallier à ces derniers kits de Blood Angel qui manquent singulièrement d'âme. Donc voilà, c'est la fin de cette petite parenthèse côté figurine. Abordons maintenant les détachements. Et je vais faire une description succincte de ces détachements et suite à quoi nous allons directement passer au datasheet avant de revenir en détail sur un peu le gameplay affilié à ces 3 détachements particuliers. Donc 3 détachements, groupe d'assaut Liberator, les frères Égarés, oui pour une fois j'ai mon codex en français, et pour finir Lost Angélique. Alors ces 3 détachements, honnêtement, ils sont très bons. C'est pour ça que je suis de bonne humeur, à vrai dire, c'est que malgré tout ce qu'on peut penser de l'offre en figurine, etc., le codex, il est
excellent. Il est très bien écrit. Les 3 détachements sont jouables. Ils sont différents en termes de gameplay et surtout, ils sont thématiques. Donc, si on prend le premier groupe d'assaut Liberator, ce groupe d'assaut Liberator, il s'articule tout simplement autour de la soif rouge. Cette mécanique de la soif rouge, donc, il va augmenter votre attrition au corps à corps. Cependant, eh bien, ce n'est plus du tout en mode gratuit, donc comme ça avait pu être le cas durant l'index. Désormais, si vous allez succomber à la soif rouge, vous serez beaucoup plus violent, mais également vous serez ébranlé. C'est-à-dire vous serez un battle choqué, quoi. Donc c'est le prix à payer pour dégager plus de puissance au corps à corps. Et ça, c'est vraiment très très bon. Idem du côté du détachement Frères Égarés, donc là qui est articulé autour de la rage noire. La rage noire, eh bien là également, il y a un prix à payer. Vous allez être OC0 dès lors qu'un chapelain ne sera pas proche de vous. Donc là, idem, on retrouve une mécanique de violence, certes, mais qui va avoir un prix à payer. Et pour finir, Lost Angélique, donc là, naturellement, on comprend que ça va avoir vocation à regrouper un maximum de gardes sanguiniennes, et si possible, pas les dernières figurines de merde. Cet Host Angélique, lui, va mettre l'accent sur la mobilité et sur l'interaction quelque part qui existe entre le soldat Blood Angel avec un réacteur et les cieux, c'est-à-dire qu'il va repartir un peu quand il veut dans les cieux pour revenir fondre sur le champ de bataille au tour d'après. Bref, thématiquement, ces 3 détachements, ce sont ceux-là, donc ils sont très différents, nous allons revenir en détail dessus. Partons maintenant un petit peu du côté des datasheets, parce que c'est relativement vite fait. Donc pour commencer, les personnages, on a toujours évidemment le bon vieux Dante, hein, qui est toujours autant balèze. Donc le gars, là, il a vocation à mener de la garde sanguinienne, et à vrai dire, pas grand-chose d'autre. C'est clairement la meilleure unité qu'il puisse intégrer. Donc ce petit gars, il vous ajoute 1 au jet d'advance, il ajoute 1 au jet de charge, ce qui, en Blood Angel, est très précieux. Dès lors qu'il intègre une unité, il va également donner à cette unité le plus 1 hit. Donc là, typiquement, avec de la garde sanguinienne, il devient, enfin voilà, ça devient une unité extrêmement balèze. Son masque mortuaire permet de déclencher des tests d'ébranlement autour de lui, hein, ce qui peut être très précieux, par exemple, pour empêcher l'adversaire que vous chargez d'avoir recours à un stratagème défensif. Et côté corps à corps, eh bien, c'est un Blood Angel, du coup, il meule quand même très convenablement avec 8 attaques de dégâts 2 et force 8 de base, hein, force 8 qui pourra être améliorée. Donc voilà, toujours un excellent Warlord, hein, ce petit Dante. Et passons du côté de son petit frangin, donc le Sanguinor avec sa tête de chimpanzé, que je vous encourage à changer au plus vite. Ce Sanguinor, il garde plus ou moins le même gameplay qu'il a toujours eu. C'est un mec qui intervient un peu sans prévenir, qui débarque des cieux pour directement atterrir en pleine mêlée. C'est-à-dire que vous pouvez faire une espèce de rapid ingress, mais directement au corps à corps. Et qui plus est, le gars, il a le fight first. C'est-à-dire que voilà, vous faites charger votre unité d'élite par des gros Terminator World Eaters, par exemple, eh bien, le Sanguinor fond des cieux et va taper avant tout le monde. Et il tape plutôt bien. Il tape à peu près comme Dante. Hein. C'est 8 attaques, 2 dégâts 2. Et ce petit foufou, il a la blessure dévastatrice. Et on n'oublie pas que c'est également un personnage lone opérative. Alors, le lone opérative, pour des personnages de corps à corps, c'est assez discutable. Habituellement, si vous voulez, le lone opérative, il va concerner surtout des personnages un petit peu fragiles, qui vont comme des assassins, par exemple, qui vont se balader un petit peu partout sur le champ de bataille, faire des secondaires, faire un peu de sniping, d'assassinat, etc. Là, le Sanguinor, eh bien, ils font dans la mêlée, donc enfin voilà, c'est sa manière à lui d'entrer en scène. Le lone opérative, bon voilà, son utilisation sera plus contrastée. Mais en bossant un petit peu ses placements, à vrai dire, ça reste quand même possible d'en tirer avantage. Donc le Sanguinor, toujours très bon. Donc là, typiquement, on est sur des personnages, clairement, moi par exemple, je m'interdis très régulièrement de jouer des personnages nommés. Ce genre de Gugus, clairement, moi je les sors pour du 3000 points et certainement pas en dessous. Continuons un peu sur la thématique du lone opératif de corps à corps avec Méphiston. Et là, la datasheet, elle a été revue de fond en comble. Et donc, on est vraiment sur ce thème-là. C'est du lone opératif de
CAC. Alors, à la fois, il est très tanky parce que là, on parle quand même de 6 PV endurance 5, une sauvegarde invulnérable et un feel no pain à 4. Un feel no pain à 4 sur une unité d'infanterie, c'est très rare, hein, c'est vraiment très rare. Le mec, en plus de ça, donc c'est un psyker, il a quelques petits tirs psychiques et son pouvoir psychique accélération lui permet d'avoir accès à l'advance et charge. Donc là, on commence à voir les petits combos qui se dégagent de tout ça. C'est que le lone opérative à plus de 12 pouces, en gros, tu me fais rien. Et moi, j'ai l'advance et charge avec un mouvement de 7, ce qui fait que je vais pouvoir me projeter, mais comme un petit zinzin. Et une fois au corps à corps, je tape quand même bien convenablement avec 6 attaques de force 9, PA-3, dégâts D3. Donc ce dégât D3, évidemment, il vient tempérer un peu les ardeurs de tout le monde, hein. Mais néanmoins, on est quand même sur une datasheet très très atypique qui va être, je pense, fun comme tout à jouer et qui va donner lieu à bien des surprises parce que le mec peut absorber potentiellement une quantité de dégâts assez phénoménale, hein. Quand on ajoute tout, là, quand on ajoute l'invu, le feel no pain, etc., le mec, il est quand même un peu en béton armé. Mais c'est très bien, hein, Méphiston, il faut qu'il soit fort. Ce mec, c'est un véritable, c'est un cauchemar vivant, hein, ce Psyker. Et il a également un petit regard paralysant qui va, une fois de plus, ah non, ça déclenche pas des battle shocks, ça va devoir, en gros, clairement, le mec, vous le projetez. Il y a des gars qui sont englués avec, qui ont un mal de chien à s'en débarrasser. Ce regard paralysant, si votre ennemi décide de battre en retraite, il va devoir faire un petit test de commandement. Et s'il le rate, il peut pas fuir. Donc Méphiston, une véritable épine dans le pied. Je pense qu'il sera très très sympa à jouer. Poursuivons maintenant avec Astorath et les Martes. Donc eux qui ont vocation à mener des Marines de la Compagnie de la Mort en réacteur. Donc ce sont des chapelains, cependant ils ne permettent pas, le chapelain de base en Space Marine vous donne un +1 bless, ce qui est véritablement excellent quand on joue Blood Angel, hein, on est d'accord. Donc là, les règles vont changer un petit peu. Astorath, lui, déjà, il frappe comme une mule et il va également donner à votre escouade la blessure dévastatrice. C'est quand même assez ouf. Et il va enfoncer le clou en donnant un Fight on Death à toute votre unité seulement sur un 4+. Donc quand même un personnage assez solide, hein. À la fois la Deva Wound et le Fight on Death sur du 4+, c'est une option très envisageable dès lors qu'on joue une unité de Compagnie de la Mort. Les Martes, quant à lui, je pense qu'il sera absolument dans toutes les listes Blood Angel parce qu'il est excellent. Il vous donne tout simplement accès sur l'intégralité de l'unité au -1 dégâts. Du -1 dégâts sur une unité de Marines de la Mort qui a déjà un feel no pain à 6, c'est tout simplement excellent, hein. Si votre unité se fait charger par une unité d'élite ennemie, par exemple, qui fout des tatanes à dégâts 2, vous lui enlevez la moitié de sa létalité. Cette réduction des dégâts de 1, elle est quand même bien balèze. Et en plus de ça, le gars, il donne touche fatale à tout le monde. Donc voilà, d'un côté, on a Deva Wound et Fight on Death avec Astorath. Les Martes, lui, c'est -1 dégâts et touche fatale pour tout le monde. Quant à lui, il tape moyennement fort, ce n'est pas un monstre, loin de là. Donc vraiment, 2 options de QG excellentes, hein, pour la Compagnie de la Mort, quoi. Et on peut même y ajouter le chapelain traditionnel qui, avec son +1 bless, est tout aussi excellent. Ensuite, on a le capitaine des Blood Angel. Alors là, circuler, il n'y a rien à voir, c'est juste un capitaine, tout ce qu'il y a de plus bête, sauf qu'il a accès à un petit pistolet Inferno. À vrai dire, ils ont fait une datasheet pour couvrir cette nouvelle figurine en standalone qui est sortie de Capitaine Blood Angel, qui est très très jolie avec son armure finement ouvragée. Ensuite, on a d'autres QG en Compagnie de la Mort. Donc là, dans le temps, si vous voulez, par exemple en Codex V9, les QG de Compagnie de la Mort, ils se faisaient tout simplement avec une petite option en points. C'est-à-dire vous preniez n'importe qui, un capitaine ou un lieutenant, vous pouviez en faire un personnage Compagnie de la Mort, donc qui gagnait la rage noire, qui gagnait un feel no pain à 6 par exemple. Donc là, on a des datasheets dédiés.
Donc, on a un capitaine de la Compagnie de la Mort à pied et un capitaine de la Compagnie de la Mort à réacteur. À vrai dire, ils partagent à peu près les mêmes règles. Donc, ils ont tous les deux la rage noire. Donc, la rage noire, c'est full reroll des touches et on est au C0 dès lors qu'il n'y a pas un chaplain qui traîne dans le coin. Donc, déjà, ce truc-là, ça fait chier. Clairement, quand on joue Compagnie de la Mort, le choix de QG le plus évident sera le chaplain. Le capitaine ne vous permet pas d'avoir un OC. Donc, ça, faut faire gaffe à ses placements, quoi. Et donc pour ces deux petits gars, donc en termes d'armement, on est à peu près sur le même type d'unité. Ce qui est sympa, c'est qu'on a accès à une épée tronçonneuse de maître. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Ça permet quand même une grosse saturation avec 7 attaques de dégâts 2 hein, pour une épée tronçonneuse. C'est quand même pas dégueulasse. Donc en dehors de ça, ils ont tous les deux la rage noire, donc full reroll des touches. Et ils ont également les visions de la mort de Sanguinus. Et ça se déroule durant leur mort. Quand cette figurine est détruite, en gros, vous jetez un dé et vous allez faire des mortels en mourant, avec un gros bonus si parmi l'unité qui vous a tué, il y a le Warlord ennemi. Et s'il y a le Warlord ennemi, vous ajoutez 2 au résultat de ce dé. Eh bien, par exemple, si vous arrivez à 6, l'unité en face, elle subit D3 plus 3 mortels. Donc ce n'est pas rien, hein, ce n'est vraiment pas rien. Du côté des options sympas, le capitaine à pied, quand il mène une unité, il gagne l'aptitude Scout 6. C'est un mouvement d'éclaireur et on se dit, eh bien, évidemment, on joue toujours la Compagnie de la Mort en réacteur. Et bien, cette option d'unité de Compagnie de la Mort à pied avec un mouvement d'éclaireur, à mon sens, elle devient assez viable. Elle devient même assez sympa. Pourquoi pas? Du côté du capitaine avec réacteur, lui, il va se contenter de donner la touche soutenue à l'intégralité de son escouade. Donc, touche soutenue plus full reroll des touches en Black Rage, là, ça commence à piquer. Bref, finalement, ces deux datasheets, naturellement, elles restent moins judicieuses qu'un bon vieux chaplain, je pense, mais en tout cas, elles demeurent tout à fait jouables. Passons maintenant au prêtre sanguinien, donc qui a perdu son réacteur. Et du côté des règles, ça ne change pas vraiment par rapport à l'index et il est toujours aussi excellent. Il vous donne un Feel No Pain à 5 sur l'intégralité de l'unité et il va donner également, grâce à son calice de sang, une amélioration de la PA de toutes les figurines. Donc ce mec-là, en vrai, ça dépendra de son coup en points, mais il est assez golden. Dans une escouade toute bête, d'assaut intercessors, putain, ça fait de cette unité un truc redoutable. Hein. Les mecs, ils vont tanker, hein, un Feel No Pain à 5 sur 2 points de vie, c'est quand même très balèze. Et puis, passer les épées tronçonneuses à PA-2, là, c'est très 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 chaud. Cependant, il y a quand même une surprise concernant ce prêtre sanguinien, c'est qu'il ne peut pas intégrer n'importe quoi. Moi, quand j'ai lu les règles, clairement, je me suis dit, putain, ce mec, dans des Blade Guard, il va être monstrueux. Eh bien non, on peut pas. Il peut intégrer en vrai tout ce qui s'articule autour d'un châssis Primaris normal, que ce soit des Hellblasters, des Intercessors, des Infernus ou même des Sten Guard, mais il va pas pouvoir intégrer d'unités avec 3 points de vie par exemple. Donc son usage est restreint, mais à vrai dire tant mieux parce que ça dans une unité de Blade Guard ça aurait rendu l'unité absolument monstrueuse. En tout cas le prêtre sanguinien il est clairement excellent. On verra suivant son coup en points. Mais là, une unité de 10 assauts intercessors avec un capitaine plus un prêtre sanguinien, je pense qu'on parle d'une des unités les plus balèzes de tout le jeu. Continuons avec les trucs balèzes, avec la garde sanguinienne. Je suis en train de voir la photo, là, ça me fait flipper. La garde sanguinienne a changé. Elle se joue à effectif réduit désormais, donc par 3 ou par 6, et elle est passée sur un châssis de type Blade Guard, c'est-à-dire que les gars sont montés à 3 points de vie avec une invue, tout en gardant une endurance de 4. Alors, cette garde sanguinienne, eh bien, elle est très balèze. Hein. Bon, elle a des petits bolters, on peut mettre quelques pistolets inferno, on s'en fout quelque part. Les attaques de mêlée à leur encontre sont sujettes à un malus de -1. Et tant qu'une unité personnage mène cette unité, eh bien l'unité profite d'un -1 bless aussi.
Donc quand vous êtes englué avec ces types-là au corps à corps et que vous avez moins un touche, moins un bless, imaginons par exemple qu'il y ait un Dante en plein milieu de tout ça, qui en plus bien vous fait faire des tests de Battle Shock, qui en plus va faire toucher cette garde sanguinienne sur du 2, eh bien, on est quand même sur une unité extrêmement puissante. Et une autre surprise, c'est qu'elle est équipée par exemple de lames Karma, qui va pousser jusqu'à PA-3. La PA-3 sur des infanteries, c'est extrêmement rare. À vrai dire, je n'ai même pas d'autres exemples en tête, hein, comme des custodes, par exemple, ils tapent à PA-2, pas -3. Donc là, vous pouvez choisir des lames Karma à PA-3, c'est extrêmement puissant. Donc chaque petit garde sanguinien, 4 attaques, force 6, PA-3, dégâts 2. C'est assez équivalent à des Blade Guard, mais on n'oublie pas bien que dans nos détachements, on va pouvoir pousser l'attrition, par exemple, à 5 attaques de force 8. Donc avec Dante, ça touche à 2. Bon, c'est extrêmement balèze. Là, actuellement, les coûts en points de cette garde, ils sont de 50 points par tête. C'est absolument infernal en termes de coûts. C'est beaucoup trop cher. Mais ça n'enlève rien à leur qualité. Ensuite, on a des Marines de la Compagnie de la Mort avec des fusils bolters. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En gros, on s'en fout, je n'en parle même pas, personne n'a envie de jouer des marines de la Compagnie de la Mort avec des bolters. Passons aux marines de la Compagnie de la Mort qui nous intéressent, donc c'est-à-dire à pied ou à jump pack. Eh bien, à pied, comme je l'ai dit précédemment, avec un capitaine, ça paraît assez séduisant. Parce que là, leur petite règle à eux, c'est qu'ils ont nativement la touche soutenue 1. Donc, pour rappel, avec le mouvement scout que leur donnera le capitaine. Et si elle passe en dessous de son effectif, la moitié de son effectif, elle passe à touche soutenue 2. Donc la touche soutenue 2 là sur des Marines de la Mort, mon Dieu que c'est balèze. Donc évidemment, je rappelle pas toutes les bases, hein, on a toujours le Feel No Pain à 6. Idem sur les Marines à réacteur, Feel No Pain à 6, Rage Noire, et eux, ils ont une reroll native des charges, donc ce qui est infiniment précieux en bleu dans le jeu. Du côté de l'équipement, ces unités ont changé également. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode gros débile où on pouvait mettre l'intégralité de l'unité avec des gantelets énergétiques. Non, ça c'est fini. Ils ont un peu révisé ce truc en révisant le coût en points également. Donc l'unité coûte moins cher en points. Cependant, eh bien, il y a des restrictions en termes d'équipement. Et donc là, typiquement, dans une unité de 10 Marines de la Mort, qu'elles soient à pied ou à réacteur, vous allez pouvoir mettre 2 éviscérators et 2 à 3 gantelets. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y aura la moitié de l'effectif de votre unité qui sera équipé avec des armes spéciales, donc qui cognent à dégâts 2. Tandis que le reste, il se contentera d'une bonne vieille saturation à l'épée tronçonneuse, et tant mieux, c'est très bien aussi. Donc moi je suis assez content de ce revirement, parce que avant vraiment on avait l'impression de jouer l'unité de l'élite, mais non, dans le lore c'est pas ça. La Compagnie de la Mort est envoyée à la mort. Donc on imagine mal le chapitre donné à ces gars-là en plein suicide les meilleures reliques, quoi. Donc là on a quand même la moitié de l'effectif en armes spéciales, ce n'est pas rien, et à vrai dire le reste servira globalement de PV tampon pour préserver vos meilleures armes. Donc les viscérateurs, c'est tout à fait sympa. Évidemment, je regrette la disparition des marteaux, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a le Dreadnought de la Compagnie de la Mort, donc qui est juste finalement un brutaliste, tout ce qu'il y a de plus standard. Il gagne juste une petite attaque dans la foulée. Il gagne également la Rage Noire, donc full reroll des touches sur un Dreadnought, c'est toujours quand même assez solide. Des petits tirs à courte portée qui rigolent pas trop, hein. On peut lui mettre de multifufus. Et il a une règle très très rigolote, c'est une espèce de move surge, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se faire tirer dessus, il va gagner un petit jet de dés pour faire un mouvement gratuit. Donc calmez-vous, il ne bouge pas à chaque fois qu'on lui tire dessus, il a le droit de le faire une fois par phase, mais n'empêche que évidemment admettons, le mec se prend un tir de canon laser, ce tir foire. Évidemment, allez, on imagine le mec qui fait 2-6 pour tanker quelques dégâts avec son Feel No Pain. Parce que un Dreadnought avec un Feel No Pain, c'est quand même assez appréciable.
Et bien voilà, ce tir a foiré, et bien lui, il va bouger de D6 plus 2. Donc je ne crois pas que l'ennemi soit très, quelque part, content de voir cette machine de mort se rapprocher de lui. Et en termes de machine de mort, voilà, il est quand même dangereux, hein, le gars, parce que, franchement, au contact, bah, il peut faire un petit tank choc, il quand même, il cartonne à force 12, dégâts 3. Il rigole pas trop, ce petit Dreadnought de la Compagnie de la Mort qui s'approche de vous bien plus vite que prévu. Et pour finir, eh bien, on a, on a ce bon vieux Predator Ball. Ce bon vieux Predator Ball qui a subsisté, qui est la dernière entrée Firstborn de tout le codex, et à vrai dire qui est toujours aussi bon, hein. Dans sa variante full lance-flamme, c'est vraiment un excellent candidat au tir en état d'alerte, ce petit Predator Ball. Bon, moi, honnêtement, je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. Ça ne m'intéresse pas de peindre et d'assembler un vieux châssis. Je trouve, voilà, il est périmé pour ma part. J'aurais bien aimé, honnêtement, une petite variante de Gladiator Ball, quoi. Un bon vieux Gladiator Ball. Honnêtement, ce n'est pas impossible de le voir popper un jour sur les rayons de nos magasins. Bref, c'est tout pour les datasheets. Vous voyez que ce n'est pas du tout une révolution par rapport à l'index, mais néanmoins, il y a quand même des bonnes surprises. Un Méphiston, la manière dont il a été réécrit, je le trouve excellent. Astorat, les Martès, Dante, tout ça, c'est du bon. Bon, même si je ne joue quasiment pas de personnages nommés, en tout cas, je trouve que c'est un bon petit boulot de micro-réécriture. Passons maintenant du côté des détachements. Donc, on va commencer par celui qui est quelque part l'héritier de l'index, donc le groupe d'assaut Liberator qui reprend la même règle de détachement que l'index. Donc, cette fois-ci renommé en soif rouge. Donc, pour rappel, à chaque fois que vous faites un mouvement de charge, vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque et 2 à la caractéristique de force. Donc, on va pas revenir là-dessus, c'est tout simplement extrêmement brutal. C'est une règle, donc clairement, pour spoiler d'office, cette règle de détachement est la meilleure de toutes. C'est celle qui synergise le mieux avec ce qu'est quelque part le gameplay Blood Angel. Et surtout, c'est une règle qui va introduire quelque part des déséquilibres en matière de coups en points. Donc, si on parle des unités d'élite comme la Compagnie de la Mort, la Garde Sanguinienne, par exemple, ou même des Blade Guard, cette règle fait de l'élite une extra élite. C'est-à-dire qu'on aura de la Compagnie de la Mort qui cogne à force 10, de la Garde Sanguinienne qui cogne à force 8, et du Blade Guard à force 7, et de l'assaut Intercessors à force 6. C'est-à-dire qu'en fait, des unités avec des coups en points assez réduits, comme les assauts Intercessors, qui, dans d'autres chapitres, eh bien, ne feront jamais de merveille. Par exemple, si vous jouez Ultramarine, des assauts Intercessors, alors certes, c'est très bien, ils ont une reroll des blesses nativement, mais à aucun moment, vous ne pourrez les faire foncer sur un véhicule, par exemple. Eh bien, en Blood Angel, avec le même coup en points, c'est-à-dire pas cher du tout, de mémoire, c'est 150 points, hein, l'unité de 10, eh bien, cette unité de 10 en Blood Angel, elle devient absolument redoutable dès lors qu'elle passe à 5 attaques par personne avec une force 6, avec une PA-1, qui peut passer à PA-2 avec un prêtre sanguinien, avec un capitaine en plus. Bref, quand vous faites débarquer ces mecs-là d'un Land Raider, c'est panique à bord dans les rangs ennemis. Moi, je l'ai joué plein de fois, cette unité en index. Honnêtement, elle dérouille absolument tout. J'ai souvenir une fois d'avoir laissé un buveur de sang avec 4 PV. J'ai souvenir d'avoir complètement désossé des blindés Sista, par exemple. Je m'étais fait 2 blindés dans la même phase de corps à corps. Un Rhino et un Immolator. C'est dire la puissance des mecs, hein. La puissance des mecs. Les règles de base vous offrent une force de frappe terrible, et dès lors que vous poussez avec un petit stratagème, ça devient franchement un véritable carton. Donc cette règle de détachement, elle rend n'importe quelle unité d'infanterie dangereuse au corps à corps, et les unités spécialistes du corps à corps deviennent des véritables machines de terreur. Donc cette règle de détachement, elle est tout simplement fantastique et elle fait vraiment peur. Du côté des améliorations pour les personnages, eh bien, on a du très très lourd également. La célérité du Primarque, par exemple, va vous donner un Fight First. Donc là, typiquement, on imagine ça sur un capitaine,
capitaine, sur un chapelain. Le Fight First, c'est un truc absolument énorme. Et à vrai dire, en termes de gameplay, les unités que vous destinez quelque part à foncer dans le tas, ce Fight First, elles en bénéficieront peut-être plus tard dans la partie, mais en tout cas, vos unités, leur rôle, c'est de charger, donc Fight First ou pas, finalement, ça changera pas vraiment la donne, à moins, bien sûr, de foncer sur une autre unité qui est le Fight First elle-même. Par exemple, ça peut être un contre sympa pour lutter contre quelques personnages Death Guard, par exemple. Donc le Fight First, c'est énorme, ça peut introduire plein de gameplays différents. Admettons, ok, tour 2, l'ennemi finit ses mouvements, hop, vous faites un petit rapid ingress avec une unité de 10 Terminators. Et dans ces 10 Terminators, vous avez par exemple un Librarian qui a le Fight First. Ok, sur la table, j'ai 10 Terminators qui ont le Fight First. Bah ok, charge-moi. Donc en gros, quelque part, vous faites un rideau de Terminators. Vous protégez vos élites en réacteurs qui sont encore un peu derrière, et au tour suivant, l'ennemi, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Si je te charge, tu me tapes dessus à coups de marteau. Donc voilà, ça permet l'introduction dans le gameplay d'armes de dissuasion mortelles de ce genre. Voilà, le Fight First, c'est monstrueux. C'est vraiment très très balèze. Ensuite, guerrier animé par la rage. Alors là, c'est n'importe quoi, les gars. C'est un truc qui se déroule une fois par bataille et le porteur va pouvoir déclencher ce truc qui va lui donner l'aptitude touche soutenue 3. Touche soutenue 3, si vous mettez ça sur un capitaine Blood Angel avec un gantelet, c'est chaud. C'est chaud. Pour rappel, un capitaine, une fois par bataille, il peut s'énerver très fort et se rajouter 3 attaques, par exemple. Ce qui va le faire passer en Blood Angel à quasiment 10 attaques. Ces 10 attaques, imaginons, elles sont sous serment et vous allez relancer tout ce qui n'est pas du 6. Chaque 6, c'est touche soutenue 3, c'est-à-dire que pour un 6, vous rajoutez 3 touches de gantelet. Ce capitaine Blood Angel devient un cauchemar. Il peut absolument annihiler un énorme blindé à lui tout seul. Donc c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Et à vrai dire, avec ces 2 seules améliorations, on peut voir le truc, quoi. Ok, une unité de 10 assauts intercessors, vous mettez un prêtre sanguinien avec la célérité du Primarque, donc Fight First, et le capitaine qui a le guerrier animé par la rage. Mais là, les mecs, ça vous donne une unité, mais de cauchemar, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et à vrai dire, c'est un vrai problème que je soulève, c'est que l'assaut intercesseur en Blood Angel, en vrai, il devrait coûter plus cher. C'est clair et net. Mais comment voulez-vous que l'éditeur fasse cet exercice périlleux de la datasheet qui soit plus cher d'un codex à l'autre? Ça me paraît difficile à gérer. Donc là, ça sent le petit nerf, mais je sais pas quelle forme il prendra, quoi. Ensuite, truc iconique, on a l'icône de l'ange qui va devoir obliger votre adversaire à faire des jets de fuite désespérés dès lors qu'elle veuille battre en retraite. Donc ça, c'est très très puissant également d'un côté stratégique. C'est que vous allez cliquer des unités qui vont devoir faire des fuites désespérées pour vous échapper. Très très bon également. Le don de préscience, vous transformez un jet de dés en 6, on n'en a rien à foutre. C'est là pour combler des points. Du côté des strats, on a également du très bon. La grâce angélique, par exemple, va vous donner temporairement un petit insensible à la douleur à 5 uniquement contre les blessures mortelles. Donc ça, typiquement, ça dépend des match-ups, mais quand vous avez un TS, un Thousand Sons en face de vous, vous serez bien content d'avoir cette petite arme en plus. L'armure du mépris, évidemment. Et ensuite, les autres strats sont très intéressants parce que justement, ils introduisent ce prix à payer de la soif rouge. Donc là, on retrouve des strats qui ont été un petit peu réécrits par rapport à l'index. Écho sauvage, par exemple, va vous permettre d'ajouter +1 à votre caractéristique de force ou votre caractéristique d'attaque dès lors que vous vous faites charger. Alors ça, c'est intéressant, c'est une nouveauté. Ok, en Blood Angel, on avait tout ce qu'il fallait pour être mortel à la charge. Et bien ici, vous avez une petite arme
comme ça, qui vous permet, si vous estimez que l'ennemi qui vous charge va un peu rebondir sur vous, ça va vous pouvoir vous donner un peu de répondant à la réplique. Donc il y a des petits combos à mettre en place, par exemple avec le Sanguinor, hein. Allez, reprenons une unité d'assaut Intercessors. Vous vous faites charger par des Terminator World Eaters. Vous mettez le Sanguinor qui arrive de nulle part, il tape en premier, admettons, allez, dans le meilleur des cas, il dessoude 3 Terminators, tant et si bien que la charge de ces Terminators fait un petit peu prout. Et bien là, Écho sauvage, c'est parti, vous vous mettez +1 en attaque, +1 en force et vous faites des ravages. Et si vous voulez avoir +1 en force et en attaque, eh bien vous pouvez le faire, mais là, ça veut dire que vous avez succombé à la soif rouge et que vous êtes ébranlé. Voilà, petit prix à payer. Ensuite, on retrouve le carnage rouge, cette fois, qui, à la charge, vous donne soit le mot-clé lance, soit la touche fatale. Donc là, voilà, on sait à quel point ce truc est balèze, hein. Si c'est combiné, par exemple, avec un chaplain, vous avez Lethal Hit et +1 bless, c'est absolument délirant. Et si vous choisissez les 2 mots-clés, donc lance et touche fatale, bah idem, vous êtes ébranlé. Donc techniquement, vous perdez l'objectif sur lequel vous avez posé votre cul. Ensuite, offensive, agressive, eh bien, qui n'est autre qu'un advance plus charge. Alors, là, on va en parler. L'advance plus charge, c'est une nouveauté. C'est tout simplement une des armes les plus terribles que lorsqu'on joue Blood Angel, parce qu'on parle de gars quand même qui ont souvent des mouvements de 12. Eh bien, un mouvement de 12 plus une advance plus une charge, c'est 12 plus 3 des 6. Et potentiellement, vous pouvez aller jusqu'à 30 pouces avec une unité. Alors ça, pour l'ennemi, c'est un peu la cata, parce qu'il va être incapable, quelque part, de lire vos mouvements. Admettons, vous avez fait une rapid ingress, mais cette unité qui a rapid ingress, c'est simple, elle va pouvoir aller partout sur la table avec ce petit strat d'advanced charge qui ne coûte qu'un seul PC. Donc extrêmement balèze, et en fait, cette advanced charge, on va la retrouver dans tous les détachements. À vrai dire, ce détail seul suffit à rendre n'importe quelle armée Blood Angel extrêmement agressive. Et on va finir par l'assaut implacable qui, cette fois, est un battre en retraite plus charge. Donc voilà, c'est inutile d'en parler longuement, hein, vous voyez le tableau. À la charge, on est monstrueux et on peut charger après avoir battu en retraite ou avancer via des stratagèmes. C'est tout simplement excellent. Et à vrai dire, ce groupe d'assaut Liberator, ce détachement, il est quelque part le plus générique. Quel que soit le modèle de liste Blood Angel que vous choisissiez, à vrai dire, ce détachement marchera très très bien. On peut même penser à des armées carrément thématiques, hein. Moi, par exemple, ça m'arrive de jouer des armées 100% Terminator. Eh bien, une armée 100% Terminator avec ce détachement-là, il me paraît très très cool, véritablement. Jouer avec quelques rapid ingress, avec quelques unités volantes supplémentaires, on a tout ce qu'il faut, mais néanmoins, lorsqu'on lit les règles, clairement, à mon sens, ce groupe d'assaut Liberator, il a tendance à être joué en mode un petit peu marée d'infanterie. Donc beaucoup d'assauts Intercessors embarqués, que ce soit donc le Land Raider est le meilleur choix, hein, parce qu'il va vous permettre de charger après que le char ait bougé, mais on peut imaginer également des petites unités d'assaut Intercessors dans des impulsors, des plus grosses unités dans des répulsors, le tout combiné avec des assauts Intercessors, mais cette fois à jump pack, donc qui sont moins létales, mais par contre qui gagnent naturellement en mobilité, qui distribuent également quelques mortels au contact. On peut également jouer dans ce détachement les Blade Guard. Les Blade Guard, avec le petit bonus de force et de nombre d'attaques, il devient absolument phénoménal. Vous pouvez même y rajouter un petit capitaine. Comme on l'a vu, les améliorations ici, elles sont vraiment décisives, hein, que ce soit le Fight First ou le capitaine qui s'énerve un maximum une fois par partie et qui est capable, mais le mec, il peut tout dessouder, hein, vraiment, il peut dessouder un petit Tika, mais en lui lançant une crotte de nez, c'est absolument faramineux. Bref, un groupe d'assaut, je pense, qui aura les faveurs des constructeurs de listes les plus puissantes, ça me paraît évident, et une liste aussi avec potentiellement quelques déséquilibres, parce que clairement,
Imaginez une liste avec 30 intercessors d'assaut et 30 assauts intercesseurs à jump pack. C'est la terreur pure, hein. Là, c'est vraiment la soif rouge. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud, quoi. Néanmoins, un groupe d'assaut Liberator qui est, je pense, le meilleur détachement pour le list building un peu large. C'est-à-dire, quel que soit le modèle que vous choisissiez, admettons une armée Blood Angel avec beaucoup de motos, une armée Blood Angel avec beaucoup de réacteurs, une armée Blood Angel avec beaucoup d'infanterie, avec beaucoup de Dreadnought ou que sais-je, tout fonctionnera avec ce détachement qui est le plus simple à prendre en main, mais également le plus, à la fois le plus générique et le plus emblématique quelque part. Passons maintenant aux frères égarés, donc qui est le détachement dédié à la Compagnie de la Mort. Donc ces unités Compagnie de la Mort vont gagner le mot-clé ligne en jouant ce détachement. Et la petite règle qui va bien s'appelle une noble mort au combat, qui va permettre à vos unités de Marines de la Mort d'avoir une reroll des jets de bless de 1 si l'unité est un peu abîmée, c'est-à-dire que dès lors que vous perdez un seul PV, l'unité va reroll les blesses de 1, et dès lors que vous êtes en dessous de la moitié de votre effectif, vous relancez le jet de blessure en entier. Donc c'est chaud, frère, c'est vraiment chaud, parce qu'on rappelle, tous ces gars-là ont la rage noire qui leur donne la reroll des hits, donc clairement, on est serment de l'instant indépendant, on s'en fout. À vrai dire, si vous jouez une armée entièrement composée de Marines de la Mort, vous n'avez même pas besoin du serment de l'instant. C'est un peu abusé. Et donc, quand vous êtes un peu abîmé, ok, une petite reroll des blesses de 1, c'est toujours sympa. Et quand vous êtes très abîmé, une full reroll des blesses. Là, on parle quand même de gars qui tatanent avec des éviscérators, avec des gantelets énergétiques. Ça devient tout simplement une folie furieuse. Et en vrai, ça introduit quelque part ce que va être le gameplay de ce détachement. C'est un gameplay où tout simplement vous allez devoir embrasser la mort. Vous allez jouer honnêtement que des packs de 10. C'est ce qui me paraît être le plus évident. Pour rappel, un pack de 10, on a 2 éviscérators et 3 grosses tatanes. Ce qui veut dire que vous allez les projeter. Vous allez accepter de subir des pertes, voire des pertes lourdes, en utilisant les gars équipés d'épées tronçonneuses qui vous servent clairement de points de vie tampon. Et admettons qu'il vous reste que la moitié de votre unité, cette moitié restante, elle est intégralement équipée d'armes spéciales qui font très mal. Elle reroll les touches et les blesse. Bon, c'est normal que ce soit fort de la Compagnie de la Mort, c'est normal, mais honnêtement, ce truc fait vraiment très peur. Donc, à vrai dire, la règle de détachement, elle n'est pas ouf comparée à la précédente. C'est-à-dire que là, il faut garder à l'esprit que vous perdez ces attaques et cette force supplémentaire. Donc, quelque part, une reroll des blesses, ça peut revenir à peu près au même qu'un +2 en force. Mais le gameplay est différent. Le gameplay est différent ici. Et donc, là, clairement, ce détachement, il n'a pour vocation que de jouer une armée exclusivement composée de Compagnie de la Mort. Rien ne vous empêche de jouer des unités satellites. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, des Inceptors, Bolters, en gros des choses qui vont améliorer le gameplay de cette armée. Mais à vrai dire, moi du moins c'est mon point de vue, si je joue ce détachement-là, je ne veux que des armures noires. Ça me paraît évident. Et on va essayer de construire une petite liste autour de ça, justement. Allons du côté des améliorations. Il n'y a que des trucs ultra violents. C'est vraiment n'importe quoi. Si une figurine Compagnie de la Mort est au contact à la fin de la phase de combat et qu'il y a au moins 3 figurines autour d'elle, elle combat une seconde fois. Donc un capitaine de la mort qui combat une seconde fois avec un gros marteau ou un gros gantelet, c'est extrêmement pénible pour l'adversaire. Donc très bon, on prend. Les shards de sang, idem, capitaine Compagnie de la Mort ou chapelain ou que sais-je. Quand le porteur est détruit, il repop. Donc encore un truc mais extrêmement pénible. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment ça dans le gameplay. C'est ok, je subis des lourdes pertes, mais putain, même dans la mort, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour te casser les couilles. Ensuite, tuer le maître de guerre, et bien là, vous allez distribuer des mortels au contact, encore de l'attrition bonus, comme s'il en fallait. Et ensuite, assaut vengeur, quand le porteur est détruit. Donc là c'est intéressant. Quand le porteur est détruit, jusqu'à la fin de votre prochain tour,
à chaque attaque d'une figurine de votre armée, ils vont avoir un +1 hit. En gros, c'est vengeance, quoi. Donc là, ça peut introduire un gameplay assez rigolo qui consiste à prendre par exemple un capitaine en stand-alone qui ne mène pas d'unité. Vous l'envoyez à la mort, ce qui est complètement raccord avec le lore. Vous l'envoyez à la mort et le reste de votre armée se venge pour venger sa mort. Bref, tout est assez sympa. Et du côté des stratagèmes, eh bien, là, vous voyez en fait les règles de détachement seules et les quelques améliorations, tu vois, qui mettent encore un peu plus d'attrition. Vous allez rajouter par-dessus tout ça des stratagèmes qui sont extrêmement agressifs. À vrai dire, à plus d'un titre, je trouve le truc complètement overkill. Bon, on a quand même un petit élément stratégique qui consiste à faire du sticky objo. Sacrifice glorieux, c'est vraiment très bon. Même dans la mort, les égarés arrachent la victoire. Là, en fait, on va partir sur des modèles d'armée où il y aura que des packs de 10. Donc clairement, ces gars-là, les secondaires et tout, ils s'en foutent, quoi. Ils vont charger, c'est tout ce qu'ils vont faire de la partie. Donc vous allez manquer un peu de petites unités satellites pour faire du control map. Donc là, un petit sticky objo, c'est tout à fait très bon. Disons que cette armée-là, elle va être extrêmement puissante. Par contre, elle risque d'être un peu ridicule au score si vous jouez néanmoins en match play. Si vous jouez narratif, alors on s'en fout. Mais au moins, ce petit outil-là, Sacrifice Glorieux, va vous permettre quand même de préserver le contrôle map tout en fonçant dans le tas. Très bon. Bon, armure du mépris, une nouvelle fois. Le châtiment ultime. Donc là, vous choisissez une unité de la Compagnie de la Mort qui a été prise pour cible. Eh bien, c'est un Fight on Death, tout simplement, qui va avoir lieu sur du 4+, et auquel vous allez ajouter 1 au jet s'il y a un chaplain à moins de 12 pouces. Donc là, on commence à avoir du petit combo sale. Par exemple, vous avez une unité avec Astorat qui a nativement un Fight on Death. Eh bien, vous allez pouvoir choisir une deuxième unité qui, durant cette phase, aura un Fight on Death également. Évidemment, vous allez vous arranger pour qu'il y ait un chaplain pas loin. Et un Fight on Death sur du 3+, c'est extrêmement brutal. Et rappelons également que cette règle de la Compagnie de la Mort qui consiste à reroll les blesses dès lors qu'ils sont très abîmés, vous allez totaliser vos morts pour le calcul de ça. Admettons, vous avez une unité de 8, vous vous faites dézinguer 4 types, et bien au moment du Fight on Death, ces 4 types morts qui tapent, ils comptent néanmoins comme morts. Et vous allez donc avoir la reroll des blesses qui va avec. Donc voilà, petite gestion de règles en interne avec la Compagnie de la Mort, il y a moyen véritablement d'écraser n'importe quelle charge adverse. On continue dans la dentelle avec Attaque Furieuse qui va être une amélioration de votre mouvement d'engagement. Donc s'il y a un chaplain pas loin, votre mouvement d'engagement, il va aller jusqu'à 6 pouces. Donc là, quand vous réussissez une charge un peu limite, eh bien vous serez bien content d'avoir un mouvement d'engagement de 6 qui va vous permettre d'amener tout le monde à portée de gantelet énergétique. Donc très très bon. Ensuite, abandonner à la rage. Alors là, les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est absolument n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous allez améliorer de 1 les caractéristiques d'attaque, de force et de pénétration d'armure de toutes les figurines de l'unité. Là, putain. Du coup, on retrouve un peu cette amélioration d'attrition qui est celle du détachement précédent. Mais là, en plus de ça, vous ajoutez 1 à l'APA. Donc, vous vous retrouvez avec des gantelets à PA-3. C'est absolument faramineux. À vrai dire, ça l'est tellement faramineux que le prix à payer de ça, c'est que toutes ces armes passent en mode hasardeux. Donc là, il va y avoir des ravages dans vos rangs dès lors que vous allez sortir ce truc-là. Vous allez jeter 10 dés et évidemment, vous allez faire du genre 2, voire 3 à 1. Donc ça fait quand même 2 à 3 morts. Vous ne les sauverez pas avec votre Feel No Pain à 6, ça me paraît compliqué. Mais voilà, il y a quand même un prix terrible à payer par rapport à ça. Donc là, c'est à ne sortir que dans les situations mais de force ultra majeure. Et pour finir, Ravage Furieux. Putain, les noms en français à chaque fois, c'est terrible, quoi. Eh bien, le Ravage Furieux, c'est une advance et charge. Donc, ce détachement-là,
Honnêtement, je crois qu'il a été mal jugé, parmi tous mes petits collègues, reviewers de codex. Néanmoins, bah, ils ont toujours un peu une optique méta à l'esprit. Moi, honnêtement, ce détachement-là, c'est celui qui me fait le plus envie. Il est complètement archi bourrin. Il y a aucune stratégie là-dedans, c'est n'importe quoi. On oublie les petites unités qui font du secondaire, on oublie un peu le contrôle map parce que de temps en temps, vous allez pousser à OC0. Il suffit que l'un de vos chapelains meure et là, vous êtes vraiment dans la merde. Bref, moi, ce détachement-là, j'ai très, très, très envie de le jouer. Je vais jouer le précédent, hein, bien entendu, c'est même celui, à mon avis, que je jouerai le plus souvent. Mais concernant ce détachement des frères égarés, la violence est tellement, mais délirante. À vrai dire, vous enlevez les strats et les améliorations, vous avez déjà des unités, mais redoutables au corps à corps. Et les améliorations et les strats ne font mais qu'enfoncer le clou. Ça va vous permettre tout simplement de détruire n'importe quel type d'unité qui vous fait face. Et dès lors que vous subissez des pertes lourdes, là, les mecs deviennent vraiment des machines de folie meurtrière. Bref, en tout cas, ça fait envie. Et donc, une liste comme ça, Compagnie de la Mort, ça pourrait consister en quoi? Naturellement, on va avoir envie de jouer des chapelains. Et bon, là, j'ai pas l'habitude de jouer des nommés, mais c'est quand même difficile de faire sans à Lemartes ou Astorat. Donc, imaginons le type de liste à 2000 points, par exemple. Vous jouez 3 énormes packs de 10 Marines de la Mort à réacteur, menés respectivement par Astorat, les Martes et un chapelain standard. Donc là, les combos, ils sont innombrables, hein. Il y a du Fight and Death, il y a de la Deva Wound, il y a du Lethal Hits, il y a un pack qui réduit les dégâts de 1, donc c'est celui que vous allez projeter, on va dire, le plus ouvertement. À côté de ça, on peut très bien rajouter un pack de 10 Marines à pied, cette fois conduit par un capitaine qui, eux, vont avoir un petit move d'éclaireur et un sustain hit. Et pour meubler le truc, eh bien, vous rajoutez 2 Dreadnoughts de la Compagnie de la Mort. Donc là, à vue de nez, on est sur une liste à peu près à 1500 points, je pense. C'est difficile, à vrai dire, de pousser à 2000 parce qu'on n'a pas forcément envie de peindre autant de Marines de la Compagnie de la Mort. Mais en tout cas, ça peut être un projet modélisme assez sympa, naturellement en utilisant au maximum de l'accessoirisation, du bits 3D. En termes de peinture, faire de l'armure noire à l'aéro, c'est pas bien compliqué, hein, honnêtement, ça va assez vite. Et pourquoi pas accompagner la chose de quelques petits blindés, par exemple 2 petits impulsors aux couleurs de la Compagnie de la Mort, ça peut être très sympa. Pourquoi pas carrément un Land Raider de la Compagnie de la Mort. Bref, en tout cas, en termes de projet, modélisme et peinture, là on est quand même sur de la liste d'armées très 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 sympa. Est-ce que je vais le faire? Je ne suis pas sûr. À l'heure actuelle, je pense que j'aurai dans pas longtemps de quoi pousser à 1500 points cette liste d'armées. Je pense que j'en resterai là. Donc j'aurai à peu près, je pense, 25 marines de la mort avec des réacteurs. Je vais avoir 3 chapelains. Je pense que je vais me faire un petit capitaine également et un petit Dreadnought brutaliste. Donc tout ça, ça fait grosso merdo 1500 points. Je pense clairement que je vais jouer ce détachement-là en 1500 points. Il est sympa comme tout. Et à vrai dire, en termes de micro-gestion, en termes de gameplay, c'est peut-être moins bourrin qu'on ne le croit parce que une fois que vous êtes au contact avec ces fous furieux, vous avez quand même accès à pas mal d'options différentes. Que ce soit le sacrifice glorieux, que ce soit le châtiment ultime, l'attaque furieuse, l'abandon à la rage, ou alors les règles qui viennent des améliorations de vos personnages que vous pouvez par exemple envoyer à la mort pour ensuite réclamer vengeance avec le reste de vos troupes. Honnêtement, le détachement, je le trouve bien écrit. Il doit être véritablement fun à jouer. Je l'adore, je l'adore. J'adore tout autant le précédent simplement. Mais franchement, des petites parties là, en mode Compagnie de la Mort, où clairement tu t'en bats les couilles des objectifs secondaires. T'es là pour mourir, t'es là pour foncer. À vrai dire, je pense même tenter la chose, un de ces quatre, lors d'un petit match play, avec pourquoi pas en face de moi une liste un peu dure, tu vois, c'est-à-dire genre de la Death Guard bien vénère, pour voir un peu comment ces petits gars s'en sortent, quoi. Parce que, ok, tu m'as fait énormément de dégâts,
Mais attention, accroche-toi mon gars, parce que là, mes survivants, ils sont pas contents du tout, quoi. Bref, j'ai très hâte. Finissons avec Lost Angélique, qui, comme son nom l'indique, donc là, vous avez un garde sanguinien en plein sur la photo. D'ailleurs, ah putain, j'ai oublié de mentionner ce troll, ce méga troll. Dans tous les visuels de ce codex, vous avez des dessins avec une garde sanguinienne qui a des ailes, quoi. C'est même sur la putain de couverture du codex. Ils ont vraiment pété un plomb, hein. Ils ont vraiment pété un plomb, les gars, à nous faire une garde sanguinienne sans ailes. Dans toutes les illustrations, ils en ont là. Elles sont très grandes, elles sont très blanches, ils volent, ah mon Dieu. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons. Bref, revenons à nos moutons. Lost Angélique. Donc Lost Angélique, naturellement, a tendance à vouloir accueillir la garde sanguinienne. C'est son truc. Donc cet Lost Angélique, c'est le détachement qui va apporter le plus de fraîcheur dans le gameplay Blood Angel. Parce que ça introduit des éléments de gameplay assez inédits qui vont tourner pas mal autour du move bonus, de la mise en réserve stratégique. La règle d'armée, donc Upon Wings of Fire sur des ailes de feu, donc truc assez historique, ça va vous permettre de remettre en réserve certains nombres d'unités suivant le format auquel vous jouez. Par exemple, en force de frappe à 2000 points, à la fin du tour adverse, vous allez pouvoir remettre en réserve jusqu'à 2 unités. Donc on ne parle ici d'unités uniquement à réacteurs dorsaux. Donc, c'est quelque part le mantra de cette host angélique. On ne va jouer que des unités à réacteurs. Donc, en la matière, il y a énormément de choix, hein. Que ce soit la garde sanguinienne, que ce soit les vétérans Vanguard, les intercessors à réacteurs, bref, les inceptors. Bref, c'est pas le choix qui manque, ou même la compagnie de la mort, hein, éventuellement. Des mecs à réacteurs, on a vraiment l'embarras du choix. Et donc, pour aller dans le plus thématique possible, moi, clairement, cet host, je ne le jouerai qu'avec des réacteurs. C'est-à-dire, je ne vais même pas mettre un seul putain de véhicule. Je veux des réacteurs partout. Et donc, ce truc qui consiste à la fin du tour adverse de remettre en réserve des unités volantes, eh bien, naturellement, ça fait de cet host angélique une véritable machine de contrôle map et d'objectifs secondaires. Vous allez avoir l'embarras du choix. Et donc, on peut très bien imaginer l'usage, par exemple, de beaucoup de petites troupes pas chères, comme les assauts intercesseurs à jump pack, qui coûtent que dalle, hein, en point. Vous ne les jouez uniquement que par 5, sans mettre de leader dedans ou que sais-je. Ces petites unités de 5, elles vous seront mais extrêmement précieuses pour les remettre en réserve et les faire ripoper, mais là où vous en aurez besoin. Donc là, on parle de mécanique plus axée autour du contrôle map que de l'attrition pure, parce que naturellement, on sait bien que faire ripop des unités en réacteur, ça vous donne uniquement accès à des charges à 9. La seule exception étant Dante qui rajoute plus 1 à ses jets de charge. Donc là, avec de la charge à 8 et une éventuelle reroll, on peut se dire que parfois ça vaut le coup d'essayer. Mais en tout cas, voilà, ce détachement est une vraie machine à secondaire. Vous allez pouvoir faire les quarts de table. Vous allez finalement toute forme d'objectifs secondaires, vous allez les faire les doigts dans le nez, et donc au détriment de l'attrition pure, parce que là, on perd également ce bonus d'attaque et de force. Mais néanmoins, en tout cas, là, le gameplay, il va être très très intéressant. Passons du côté des améliorations artistes de la guerre. Ça vous donne une petite amélioration de PA du porteur, et on prend parce que justement l'attrition va être un peu moindre dans ce détachement-là. Pourquoi pas? Plus une petite sauvegarde à 2+. Donc ça, typiquement, sur un petit capitaine volant, ça fait la blague. Visage de mort, donc là on pense à un masque mortuaire, comme on en trouve beaucoup dans cette faction. Vous allez déclencher des tests d'ébranlement. On prend toujours, ça peut empêcher le mec de se protéger en face. Et charge de l'archange, donc là c'est un peu naze, ça vous donne le mot-clé anti-chaos 5+. On s'en fout. Pourquoi pas un petit truc à déployer dans un scénario narratif, par exemple face à l'ennemi de toujours, la Black Legion. Ça, à mon avis, ça se résumera à ça. Et dernière amélioration qui est excellent, les rémiges rutilantes. Il s'agit tout simplement d'un réacteur dorsal d'artificier qui va vous donner accès à ce fameux petit move bonus auquel vous aurez accès dès lors que l'ennemi se rapproche à moins de 9 pouces de vous.
Ça, c'est génial. On va le jouer, je pense, systématiquement dans ce détachement. Un détachement axé sur la mobilité. Si vous lui rajoutez en plus du petit move bonus durant la phase adverse, là, c'est tout simplement excellent. Celui-là, il est auto-include, comme on dit chez les meta-chasers. Passons du côté des strats. Il y a des trucs très très cool. Commençons par Ardeur débridée, qui est très situationnel. On parle tout simplement d'une de vos unités qui vient de se faire détruire. Avec l'usage de ce stratagème, cette unité adverse qui vous a pourri la gueule, toutes vos unités de garde sanguinienne contre cette unité en particulier vont avoir une full reroll touche et blesse. Honnêtement, donc c'est situationnel, mais ça peut arriver très bien. Admettons, vous projetez des intercessors à jump pack, le mec vous pourrit à coup de, je sais pas, de Terminator Death Shroud par exemple, vous n'êtes pas content. Vous avez dans le coin 2 unités de garde sanguinienne prêtes à bondir sur ces monstres purulents. Ok, pour un PC, vous aurez reroll touche, reroll bless. Là, Papy Nurgle, tu vas le sentir passer. Donc, petit strat sympa, situationnel, mais rigolo. Armure du mépris, encore et toujours. Sacrifice de l'ange, qui réintroduit un élément de gameplay qu'on aimait bien en V9, avec les Blue Angels par exemple. Ça va tout simplement obliger votre adversaire à devoir taper sur l'unité de votre choix. Là, on peut ressortir un petit combo qui date d'il y a un moment. Il était utilisé même en V8 par exemple. Ok, vous avez une unité de Terminator Blood Angel qui se fait charger par des gros vilains, des possédés de la Black Legion. Ok, ça pue frère, je vais me faire botter le cul. Non, vous faites débarquer le Sanguinor. Il a le Fight First, il dérouille du possédé avec son glaive carmin. Ensuite, vous redoutez quand même un petit peu la rebiffe. Sacrifice de l'ange pour un PC. Vous allez obliger ces possédés de cette Black Légion de merde à taper votre Sanguinor et nul autre. Sacrifice de l'ange, tout est dit. Donc ça introduit vraiment un élément de gameplay qui peut être terrible pour votre adversaire. Votre adversaire, il intervient avec une unité, mais son unité de corps à corps la plus puissante. Non, mon gars, tu vas pas pourrir mes Vanguard vétérans. Je vais sacrifier mon capitaine. Hop, sacrifice de l'ange. Toute ta létalité, finalement, qui aurait pu dessouder 300 points d'un coup, elle ne fera que détruire un de mes personnages. Ensuite, autre strat parangon martiaux. À la phase de combat, vous allez gagner sur vos armes de mêlée touche létale et précision. Donc là, un petit bonus d'attrition qui est toujours sympa dans ce détachement-là, qui fait un petit peu l'impasse sur l'amélioration de la force, etc. Donc un lethal hit, on est toujours content de le retrouver. Et le petit mot-clé précision, situationnellement, vous allez être bien content de l'avoir, surtout face à une liste, par exemple, qui regroupe beaucoup de personnages, comme les Thousand Sons. Ok, ton Infernal Master, là, même aux prises avec une petite unité Blood Angel de mon cru, un simple petit mot-clé précision, tu vas avoir chaud aux fesses, mon gars. Donc, un Lethal Hit plus imprécision pour se débarrasser de personnages très particuliers, honnêtement, c'est quand même précieux. Autre stratagème incroyable, la descente des anges. La descente des anges, ça va tout simplement pouvoir vous accorder sur n'importe quelle unité qui est en réserve une FEP, mais une FEP à 3 pouces. Alors, la FEP à 3 pouces, ça vous interdit de charger après. Donc là, on se dit, merde, en Blood Angel, c'est quand même un peu con. Par contre, en matière de control map, ce truc est terrifiant. C'est terrifiant. Vous pouvez bloquer l'adversaire chez lui dès le tour 2. Vous pouvez vraiment le bloquer chez lui. Vous pouvez également voler des objectifs, accompagnés par exemple d'une salve de tir à courte portée. Bref, tout ça, c'est très très puissant. Ça n'a pas vocation d'agression, sauf avec des Inceptors, là évidemment, mais à vrai dire, les Inceptors, ils l'ont déjà, cette FEP à 3. Mais en tout cas, là, en matière de control map, vous additionnez ça avec la règle qui consiste à remettre à chaque tour 2 unités en réserve. Ça rend votre armée complètement imprévisible en termes de mouvement. Et dernier strat qui enfonce le clou, c'est évidemment la mort vient du ciel, qui est là,
une autre occurrence de l'Advance et Charge. Donc, quand on fait le tour, on se dit, putain, ce détachement-là, en matière d'attrition, il est quand même nettement en dessous. Cependant, eh bien, en matière d'attrition, je veux dire, qu'on parle de garde sanguinienne, de compagnie de la mort ou même d'assaut intercessors, de base, on n'est quand même pas des manchots, hein, faut pas déconner. De plus, certains personnages vont pouvoir vous apporter quand même un gros punch au corps à corps, la simple adjonction d'un capitaine, par exemple, dans une unité, eh bien, vous donne droit à une tempête de tatane énergétique dans le groin. Un chapelain, ça vous donne un plus un bless. Bref, quelque part, ce manque d'attrition pure lié au détachement, vous pouvez construire votre liste de manière à le retrouver dans vos personnages. Par exemple, un petit librarian qui vous donne un sustain hit, eh bien, c'est toujours très très sympa à prendre. Mais en tout cas, ne jouez que des réacteurs dans ce détachement. Il est vraiment taillé pour ça. Et donc, c'est un des premiers trucs qu'on voit en lisant ces règles-là. On se dit, putain, les Inceptors, waouh. Là, les Inceptors, le fait de pouvoir les remettre en réserve à chaque tour et de pouvoir refep à 3 pouces à chaque tour, avec à chaque fois du tir à courte portée et du tir en vérité très fort, hein, que ce soit à bolter ou à plasma. Là, c'est du très 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 sérieux en matière d'attrition et ça peut même virer complètement à l'infâme. Si vous jouez 3 unités de 6 Inceptors, honnêtement, là, il y a 2 tiers des factions en face de vous qui pourront rien faire, hein. Vraiment, parce que vous pouvez FP n'importe où. Un tir d'Inceptor, en fait, ça a quand même une portée de 18. Vous pouvez très bien à chaque fois placer vos gars de manière à avoir une bonne ligne de vue, tout en vous protégeant en fait des représailles. Une fois que c'est terminé, je repars en FEP et je refais pareil au tour suivant. C'est vraiment extrêmement fort. Donc en fait, le petit conseil rural, c'est tout simplement pour préserver un bon esprit de jeu, de vous contenter d'un faible effectif. Par exemple, moi, franchement, avec ce détachement-là, je pense pas que j'irai au-delà de 2 unités de 3 Inceptors, une à bolter et une à plasma. En tout cas, on aurait bien tort de s'en passer parce que toutes les synergies de ce détachement se jouent autour des réacteurs. Et bien, des Inceptors, breaking news, ça a des réacteurs, donc il faut évidemment les jouer. Il faut également se faire plaisir. En tout cas, un gameplay très différent sur cet Host angélique et que j'ai très très hâte d'essayer aussi. Je manque un petit peu de figurines. Là, clairement, en fait, en Host angélique, ce qu'on a envie de faire, c'est de jouer 3 x 6 gardes sanguiniens. Donc là-dessus, j'aurais pas l'effectif suffisant. Et clairement, c'est pas le nouveau kit qui changera la donne, hein. Moi, si je fais des gardes sanguiniens, je crois que ce sera du full custom. Néanmoins, ça fait très envie. Ça fait très 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 envie. Bref, tout ça pour dire quoi? Ce codex, il est très bon. Il est vraiment très bon. On a 3 détachements parfaitement jouables. Le premier fait véritablement très peur parce que quelle que soit votre construction de liste, ça va être du très lourd, hein. Et si vous faites le choix de jouer une armée très nombreuse avec de l'infanterie de base, l'ennemi, là, il va pleurer, hein. Véritablement, il va pleurer. En tout cas, on a vraiment un champ d'action terrible. Pour un supplément de codex, à vrai dire, je trouve ça rare que les 3 détachements soient parfaitement jouables. Franchement, regardez le codex d'Archangel ou le codex Custo. À vrai dire, dans ces codex, il n'y a qu'un seul détachement qui est jouable. Enfin, peu ou prou, quoi. Mais là, on a quand même 3 détachements thématiques, 3 détachements très jouables, 3 détachements qui même potentiellement peuvent faire très peur à l'ennemi, peuvent même remporter des tournois, hein. Ça me semble évident. Ce codex par rapport à l'index, il n'est pas nerfé à mon sens. Ça a été nerfé à bon escient. Par exemple, les prix à payer de la soif rouge et de la rage noire, je trouve ça très bien. La diminution d'équipement de la compagnie de la mort, je trouve ça très bien. Mais à vrai dire, c'est à peu près tout. Et quand on voit que chaque détachement a désormais accès à un advance et charge, on est sur tout sauf du nerf, hein. Donc les bleus dans le jeu, à mon sens, ça reste très 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 fort. Il y a sans doute un petit rééquilibrage en points qui devrait pas tarder à arriver. J'ai choisi de faire cette émission sans les coups en points définitifs parce que finalement ces coups en points, ils servent à dire si telle ou telle unité est méta ou pas.
Bon, là, vu que nous, on s'en fout, bah, eh bien, très bien. J'ai choisi de faire cette émission sans les coups en point définitif. J'ai juste voulu me concentrer sur la qualité, quelque part, d'écriture. Et à vrai dire, que ce soit du côté des datasheets ou des détachements, moi, ici, tout me plaît. Tout me plaît réellement. Allez, si j'ai un petit regret en termes de règles, c'est dans le détachement Compagnie de la Mort où on ne voit plus l'amélioration du Feel No Pain. En V9, ça s'appelait Refus de mourir. Vous passiez votre Feel No Pain pendant une phase de 6 à 5. On aurait aimé retrouver cette mécanique-là, mais à vrai dire, là, dans le gameplay tel qu'il nous est présenté, le but du jeu, c'est justement de subir des pertes pour ensuite être extrêmement furieux. Eh bien, furieux, je vais l'être, les gars. Là, j'ai très envie de jouer avec mes Blue Angels. Je n'ai pas joué beaucoup, là, ces 2-3 derniers mois. Il faut vraiment que je remette la main à la pâte et ce sera en compagnie des Fils du Sang. J'espère que cette émission vous aura plu. On est sur un format on ne peut plus classique. Eh bien, ça fait du bien parfois de retourner à des bons vieux standards d'émissions peinards qui ne me demandent pas beaucoup de boulot et qui s'introduisent en chantant. Les gars, je vous dis à plus tard. Retrouvez-moi sur le Discord Rural Hammer, sur la page peinture Brother Maxou Painting. En ce moment, il y a pas mal d'actu côté peinture. Je me régale à peindre des agents de l'Imperium. C'est génial. Et bientôt, je vais me régaler à peindre mais le kit Grey Tide Studio. Ah, j'ai encore plus d'un mois à attendre. J'en peux plus. Je veux des nouveaux Blood Angels. Je vais en faire plein. Là, clairement, au programme, il y a clairement une unité de 10 compagnies de la mort. Il y a Astorat, il y a les Martes, il y a 10 intercessors à réacteur. Et ensuite, je sais pas ce que je vais faire, mais je crois pas que je vais m'arrêter là. Je vais trouver le moyen de faire la garde sanguinienne la plus stylée du monde. Ça me paraît être une évidence. Et pourquoi pas ensuite remettre le couvert sur quelques QG. Bref, les Blood Angels, c'est très 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 loin d'être fini. Faites-moi confiance là-dessus et ce nouveau codex, eh bien, m'encourage à remettre un peu de rouge sur mes pinceaux. Je vous fais des gros bisous les gars, à plus tard pour de nouvelles émissions, pour de nouvelles aventures sanglantes. Portez-vous bien, ciao!